Marie-Alette Grard, qui est vice-présidente d'ATD Quart-Monde, a bien voulu répondre à l'invitation du SNEL et donc a accepté de venir effectivement nous entretenir de cette réflexion en vue de la réussite de tous les jeunes. Alors, Marie-Alette Grard est en même temps non seulement vice-présidente d'ATD Quart-Monde, vous connaissez tous ATD Quart-Monde, j'imagine, et en même temps, elle est au Conseil économique et social et environnemental, à la section de l'éducation, de la culture et de la communication, et en même temps membre du Conseil supérieur des programmes. Et l'an dernier, si je ne me trompe, au mois de mai dernier, vous avez publié un avis qui est intitulé « Une école de la réussite pour tous ». C'est-à-dire finalement une école inclusive, particulièrement attentive aux jeunes les plus fragiles et démunis, une école qui est aussi lieu social et ouverte à de multiples partenariats et toujours en dialogue avec les parents, une école innovante afin d'accompagner le mieux possible la progression de chacun des élèves et une école responsable dont la responsabilité ne peut s'élaborer qu'au travers d'un travail d'équipe. Donc merci bien pour cette présence. Je vous laisse la parole et nous vous écoutons attentivement. Alors, je ne suis pas convaincue que vous connaissez ATD Quart-Monde tous, donc je me permets 30 secondes sur ATD Quart-Monde. Agir tous pour la dignité Quart-Monde. Nous menons depuis bientôt 60 ans un combat politique au sens premier du terme. Et notre fondateur, et nous sommes toujours sur cette idée-là, nous pensons que les pensées et les paroles des familles les plus pauvres manquent à notre société. Et pour cela, nous œuvrons dans ce combat politique au quotidien pour faire entendre et reconnaître les paroles et les pensées des plus pauvres. Ils sont plus de 8,5 millions dans notre pays. Nous sommes présents dans le domaine de l'éducation depuis plus d'une trentaine d'années et aux côtés de l'Appel depuis quelques années, avec un vrai partenariat fort et qui dure. Voilà, donc je suis vice-présidente d'ATD Quart-Monde, je siège au Conseil économique, social et environnemental. C'est pareil, je vous en dis un mot parce que souvent c'est pas très connu. Le CESE, c'est la 3e assemblée de notre République. C'est une assemblée consultative où nous sommes 233 membres. Nous représentons la société civile et j'y siège au nom d'ATD Quart-Monde. Nous sommes consultatifs, nous produisons des rapports et avis pour les sénateurs, les députés et le gouvernement. Je viens donc vous parler principalement ce matin de cet avis que j'ai produit l'année dernière au mois de mai au CESE. Cet avis est un avis assez atypique du Conseil économique, social et environnemental. Atypique pour 2 raisons principales. Le Conseil travaille d'une façon tout à fait ordinaire, comme travaille l'Assemblée et le Sénat en section, et nous sommes 30 personnes en section, 30 conseillers de très divers horizons, puisque du MEDEF à la CGT, en passant par l'artisanat, l'agriculture. Voilà, nous sommes 30 autour de la table. Lorsque nous décidons d'un sujet, d'un rapporteur, nous faisons 8 à 10 auditions dans la section. Et puis, le rapporteur décide de faire un certain nombre d'auditions en plus, s'il le souhaite. J'ai, pour ma part, fait plus de 200 auditions parce qu'il me semblait important pour ce sujet d'une école de la réussite pour tous de rencontrer nombre d'établissements publics et privés et de pouvoir dialoguer avec nombre d'enseignants, de la gouvernance des établissements,
de la gouvernance de l'éducation nationale, mais également des parents d'élèves. Ce travail est atypique pour deux raisons, je disais. La première, c'est que d'habitude, nous avons une autosaisine et nous faisons notre travail sur cette autosaisine. Ce fut le cas, mais dans cette autosaisine, il était marqué que le rapporteur devait travailler en lien très étroit avec Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul Delahaye, ancien DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire, inspecteur général de l'éducation nationale, qui avait, lui, reçu mission grande pauvreté, réussite scolaire. Mais je crois que vous l'avez entendu il y a quelques mois. Nous avons donc travaillé en lien vraiment étroit. Il est venu siéger au CESE dans les réunions de section. Nous avons fait les auditions ensemble. Je l'ai accompagné dans ces auditions, il m'a accompagné dans les miennes. Et atypique pour une deuxième raison, c'est que... Alors attendez, je suis habituée à avoir mon ordinateur devant moi. Donc je regarde pas l'écran et voilà. Du coup... Pour une deuxième raison, c'est que j'avais formé, avec l'autorisation du président de la section éducation, un groupe que j'ai nommé le groupe Croisement. Groupe composé d'une trentaine de personnes, 5 chercheurs, 5 enseignants, 5 acteurs de quartier, responsables de centres sociaux pour la plupart, 5 parents solidaires, des parents qui n'ont pas la vie particulièrement difficile, et 10 parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Ce groupe était animé par un professionnel du croisement des savoirs, qui est une technique de travail assez particulière, mais si je veux vous expliquer en quelques mots, on va dire que c'est une façon de travailler avec la pédagogie de la coopération, et en tout cas, nous travaillons d'abord par groupe de pairs, donc d'abord les parents ensemble, les enseignants, les chercheurs ensemble, puis nous croisons ce que nous avons travaillé, la même question que nous avons travaillé ensemble. Ce groupe croisement a travaillé sur les auditions que nous avons faites au Conseil économique et social et est venu partager avec nous une journée d'audition à Mons-en-Barreuil. Ils sont également venus travailler durant 3 réunions de section au CESE. Après avoir fait ce travail sur les auditions que nous avions fait en section, après avoir travaillé sur des textes assez longs qui font 20 à 30 pages, puisque les auditions sont prises par des sténotypistes, donc vraiment dans leur entièreté. Après avoir fait ce travail sur ces auditions, nous en avons sorti 6 sujets que ce groupe croisement est venu présenter à la section éducation. Je vous les donne. Climat de confiance et coopération entre élèves, à l'arrivée à l'école maternelle, parler de la vie des plus pauvres, formation des enseignants et autres personnels de l'école, parents et écoles, et pourtant, ça ne se fait pas. Nous étions donc là pour 3 réunions de section pour partager sur ces sujets et faire émerger des propositions pour l'avis que j'allais écrire ensuite et proposer à la section et que nous allions travailler ensemble à la section. Ce ne fut pas facile. Ce n'est pas simple de se retrouver ensemble sur des sujets qui touchent chacun. Parce que oui, les parents qui vivent dans la grande pauvreté, comme tous les parents, souhaitent que leur enfant réussisse à l'école. C'est leur désir profond, même s'ils ils le marquent, ils le montrent d'une façon parfois un peu particulière, en ayant des difficultés de relation avec l'établissement scolaire ou avec les enseignants. Ce ne fut pas facile parce que chacun y mettait son cœur, mais cette façon de travailler avec la pédagogie de la coopération a perturbé mes collègues du CESE. Et ma foi, nous nous sommes retrouvés avec 30 collègues du CESE, 30 personnes du groupe Croisement, avec des personnes qui réagissaient de façon soit agressive,
soit dissipés, soit ne comprenant pas ce qui se passait là. Ça s'est mis en place au fur et à mesure de ces 3 réunions et ça a produit un travail qui a profondément modifié l'écrit final d'une école de la réussite pour tous. Profondément modifié parce que mes collègues ont été touchés par les réactions, par les dialogues qu'ils ont pu avoir lors de ces 3 réunions de section avec les personnes qui vivent la grande pauvreté et les témoignages qu'ils ont amenés. Ça m'a permis, entre autres, de mettre dans cet avis les parcours scolaires des enfants, des parents qui étaient là à travailler avec nous. Ils sont édifiants, ces parcours scolaires. Pas un enfant de ces familles n'a un parcours scolaire normal, comme nos enfants, comme mes enfants. Tous les enfants de ces familles sont orientés, très souvent, dès le plus jeune âge, vers des filières spécialisées ou vers des filières du handicap. Parce que, je n'accuse là personne, parce que, nous le verrons au fur et à mesure de mes propos, parce que l'écart à l'arrivée est énorme, parce que notre école n'arrive pas à rattraper cet écart. Voilà, je vais poursuivre en vous le disant au fur et à mesure. Le constat, je fais un constat assez bref parce qu'il y a énormément de rapports sur l'école, l'état de l'école dans notre pays, mais quand même, vous dire qu'il y a plus de 3 millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté, qui sont dans nos écoles en France. 1,2 million qui vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, c'est bien souvent vivre à 8 personnes dans 14 mètres carrés, ne pas avoir les habits appropriés à la température, avoir des difficultés, de grosses difficultés pour faire ses devoirs chez soi. Et pour les parents, avoir souvent 3 à 5 personnes différentes qui viennent à la maison et qui viennent s'occuper des enfants, donner des conseils, mais rarement donner des conseils aux parents, les soutenir dans la parentalité, vraiment. Un dernier constat, 84% des élèves qui sont en SECPA sont issus de milieux défavorisés. 78% des élèves qui sont en CLIS sont issus de milieux défavorisés. Alors notre travail était un travail positif. Après le constat que je viens de faire, je vais plutôt vous donner des choses qui donnent envie d'avancer et justement d'aller vers la réussite de tous les enfants. Parce que nous sommes partis du postulat qu'il existe en France des établissements où la réussite de tous est déjà en marche. Et je peux en témoigner, il existe des établissements où la réussite de tous est déjà en marche. Qu'est-ce que la réussite de tous pour nous? La réussite de tous, c'est lorsqu'un élève arrive à la fin du collège, qu'il acquiert le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et qu'il peut choisir, mais vraiment choisir, son orientation. Je veux saluer ici le remarquable travail des enseignants, des équipes éducatives, des corps d'inspection, des responsables d'établissements que j'ai rencontrés. Je dois dire que j'ai vraiment rencontré des gens tout à fait remarquables. Alors, comme j'étais avec Jean-Paul Delahaye, nous avons sillonné 8 académies au cœur des établissements, un peu plus au cœur des établissements que si je n'étais que moi, rapporteur du CESE, pour aller rencontrer les établissements scolaires. Nous avons vu le pire comme le meilleur, mais je veux vous parler du meilleur. Une école de la réussite pour tous
ça marche parce qu'il y a un vrai travail d'équipe. Il n'y a pas d'école de la réussite de tous sans un vrai travail d'équipe. De l'équipe d'enseignants, de l'équipe éducative, un vrai travail entre les chefs d'établissement et les enseignants. Des gens qui sont vraiment liés pour la réussite de tous. Vous parlez de quelques... Je surveille l'heure parce que quand je suis partie, ça va, tout va bien. Quand je suis partie, en général, je ne vois plus l'heure. Vous parlez de quelques établissements. Cette école Pergaud, dans les Vosges, qui a mis vraiment beaucoup d'importance sur l'accueil des parents. Parce que ça, c'est quand même un point que nous rencontrons dans tous les établissements. À chaque fois que nous allons dans un établissement, nous entendons dire « mais nous n'arrivons pas à rencontrer tous les parents ». Alors dans cette école, ils ont réussi à rencontrer, et ils réussissent à rencontrer tous les parents. Ils ont mis en place une chose qui leur permet de les rencontrer tous, c'est dans une école élémentaire, c'est d'inviter les parents, par deux familles, à un moment d'apprentissage. Inviter les parents à un moment d'apprentissage, souvent les enseignants à qui j'en parle me disent « Ah oui, mais ça, c'est pas simple ». Oui, c'est pas simple, parce que ça veut dire qu'on ose ouvrir sa classe à un vrai moment privé de l'enseignant avec ses élèves. Et pourtant, ces enseignants de l'école Pergaud se sont rendus compte qu'avec cette invitation à un moment d'apprentissage, pendant 40 à 45 minutes, ils invitent les parents à un moment d'apprentissage. Les parents viennent. Alors d'une part, ce ne sont pas que les mamans, ils sont toujours venus, les deux parents, pour venir à ce moment d'apprentissage. Ça dénoue ce que vous connaissez par cœur, ce conflit de loyauté qui empêche l'enfant d'apprendre parce qu'il sent une telle différence entre ce qu'il vit à la maison et ce qui se vit dans l'établissement scolaire. Ça dénoue ce conflit de loyauté parce qu'il voit ses parents dialoguer avec l'enseignant et puis ça établit une relation entre l'enseignant et les parents qui est d'un autre ordre. On n'est pas là pour voir ce que l'enfant ne réussit pas, mais on est là pour voir ensemble comment l'enfant se met dans les apprentissages, quelle méthode il est employé pour que l'enfant se mette dans les apprentissages. Je me permets d'insister sur cet exemple parce que j'ai rencontré avant-hier des enseignants de Saint-Denis qui sont dans un quartier extrêmement défavorisé, qui m'ont dit qu'ils faisaient ça, mais pas pour des moments d'apprentissage. Et lorsque nous avons parlé de le faire pour des moments d'apprentissage, ils m'ont dit « Je crois que nous allons oser, parce qu'en fait, c'est sans doute ça qui va permettre à tous les parents de venir. » Et c'est vraiment ça qui permet à tous les parents de venir, parce que les parents ont peur de l'école. Parce que lorsque vous avez eu un parcours scolaire un peu perturbé, en tout cas qui s'est soldé par des échecs, vous avez du mal à retourner à l'école pour vos enfants, même si vous souhaitez le meilleur pour vos enfants. La relation entre enfants est essentielle. Alors je vais vous parler d'exemples d'établissements privés. C'est un internat à Lille qui accueille principalement des enfants de milieux défavorisés. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a 4% d'enfants de milieux aisés dans cet établissement. Et la plupart des enfants qui sont accueillis en CE1 en internat sont des enfants de milieux très défavorisés qui sans doute seraient plutôt placés en famille d'accueil s'ils n'étaient pas là en internat. Ces enfants choisissent un tuteur pour les accompagner dans leur scolarité.
un lieu de l'établissement qui est une sorte de pilier pour que les enfants puissent à la fois y faire leurs devoirs et à la fois y trouver un lieu d'écoute, de dialogue, tellement important, le CDI. Et ça, c'est pas que dans cet établissement. Pour ne pas m'éterniser, je veux vous présenter les préconisations que nous avons faites dans ce travail. 59 préconisations, mais qui s'ancrent sur une forte volonté de dire que l'école inclusive, qui s'adapte à l'élève, en respectant le rythme et l'autonomie de chacun, c'est vraiment l'essentiel et c'est là la base de nos 59 préconisations. Alors prévenir les difficultés scolaires dès la maternelle, c'est bien là un point essentiel. Pourquoi les enfants de milieux défavorisés sont orientés dès le plus jeune âge? Parce que lorsqu'ils arrivent à la maternelle, il y a 1000 heures d'écart entre un enfant qui vient de mon milieu, de votre milieu, et un enfant de milieu défavorisé. 1000 heures d'histoire d'écart entre nos enfants. Alors évidemment, ça fait pas que 1000 heures d'histoire d'écart, ça fait des apprentissages tellement différents. L'école maternelle est là pour rattraper cet écart et je veux croire qu'avec les nouveaux programmes, ce n'est pas parce que je siège au Conseil supérieur des programmes que je le dis, mais quand même, nous y avons mis une grande attention pour tenter de rattraper cet écart. Une attention pour que les enfants prennent le temps de se découvrir les uns les autres, se socialisent, et vraiment le temps de se socialiser ensemble. Réduire les inégalités dans l'orientation scolaire, je vous en ai parlé. La formation. Dans tous les établissements que nous avons rencontrés, qui réussissent déjà de très belles choses pour la réussite de tous, la formation est déjà en route. Je sais bien, et nous le savons, que la formation a un coût, et ce n'est pas simple. Mais la formation sous différentes formes. Formation à la connaissance des différents milieux. Alors j'imagine que je m'adresse à des responsables d'établissements scolaires qui connaissent différents milieux ou qui ne connaissent pas différents milieux. Et je me permets de dire une chose, c'est que pour moi, la réussite de tous et la formation de notre élite dans notre pays, qui est plutôt bonne, elle ne sera bonne, vraiment bonne, que si notre élite connaît vraiment tous les milieux sociaux. Et pour cela, j'ai rencontré des établissements scolaires, du privé, du public, qui, faute de mixité sociale, sont allés la chercher par des pédagogies de projets. Faire des projets avec d'autres classes, d'autres établissements de la ville pour mélanger les milieux sociaux. Parce que je suis persuadée, nous sommes persuadés, qu'une élite bien formée est une élite qui connaît vraiment tous les milieux sociaux. De même, les enseignants qui ne sont pas formés pour connaître les différents milieux sociaux se retrouvent dans de grosses difficultés. Je suis moi-même alliée depuis plus de 30 ans à ATD Quart Monde, c'est-à-dire que je milite à ATD Quart Monde depuis plus de 30 ans. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, je suis régulièrement surprise par les réactions des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Alors oui, il faut un vrai temps de formation pour se comprendre, pour comprendre les réactions des personnes qui vivent dans la grande pauvreté,
et pour les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, pour qu'elles comprennent les réactions des enseignants et des chefs d'établissement. Toutes les pédagogies ne se valent pas, non, vraiment. Toutes les pédagogies ne se valent pas pour permettre la réussite de tous les enfants. Nous l'avons constaté et nous nous permettons de dire que quelques pédagogies permettent davantage la réussite de tous, la pédagogie de la coopération, la pédagogie différenciée, la pédagogie explicite, et puis tous les enseignants que nous avons rencontrés qui permettent la réussite de tous, ce sont tous des enseignants chercheurs d'aller chercher toujours le meilleur pour chacun de leurs élèves, et surtout ne pas penser que parce que leurs élèves sont en difficulté, on va rabaisser le niveau. Surtout, surtout pas. Une évaluation qui encourage, c'est bien ça le but des nouveaux programmes de l'éducation nationale qui arrivent à se mettre en place en septembre prochain. C'est une évaluation qui encourage, une évaluation qui permet de dire à l'enfant « voilà ce que tu as déjà fait ». Voilà ce que tu as déjà réussi. Et ça permet vraiment d'avancer davantage. L'école, lieu d'apprentissage de la démocratie, si vous me permettez cet exemple, et une dernière diapo ensuite pour terminer. J'ai voulu rencontrer nombre d'écoles maternelles, élémentaires, collèges, et il y a un lycée qui m'a harcelé, on va dire, qui m'a beaucoup écrit pour être auditionné. Et donc j'ai fini par répondre, et de toute façon je répondais à tous. Nous l'avons auditionné au CESE, et nous avons eu une audition assez exceptionnelle, qui est d'ailleurs sur le site du CESE. Si vous voulez la regarder, c'est un moment assez incroyable. Ce sont des lycéens, tous issus de milieux défavorisés à très défavorisés. Il me racontait récemment qu'il travaille le week-end pour subvenir aux besoins de la famille. Famille à 90% monoparentale. Ces lycéens sont venus nous raconter la façon dont ils travaillent avec leurs professeurs, avec cette pédagogie de la coopération. Sont venus nous raconter combien ils se mettent ensemble pour la réussite de tous. Dans ce lycée, ils sont passés de 60% de réussite au bac ES, c'était des lycéens de la section ES, à 95% l'année dernière. Et pour cela, les professeurs ont mis en place un certain nombre de choses, de pédagogie, de la coopération, je vous disais, de pédagogie de projet, mais également l'établissement permet aux élèves de rester jusqu'à 19h pour faire leurs devoirs. Le témoignage de ces lycéens a été assez bouleversant. Et nous nous sommes tous dit, à la fin de leur témoignage, ils avaient vraiment bien préparé avec leurs professeurs. Mais si nous leur posons des questions, sans doute vont-ils être un peu perturbés et ça va être différent. Pas du tout. Un de mes collègues, qui est du syndicat Alliance de la police, leur a posé des questions en leur disant « mais bientôt, vous allez être dans la vie active. Bientôt, vous aurez un métier. Et cette coopération dont vous nous parlez avec conviction, vous n'allez pas pouvoir la vivre. Ça ne va pas être tout à fait cette vie de bisounours que vous nous racontez là, ça ne va pas être pareil. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?» Le jeune qui nous a répondu est maintenant en classe prépa d'ailleurs, et il nous a répondu, je dois dire, de façon assez remarquable, pour nous dire que pour lui, ce qu'il avait appris dans ces 3 années de lycée lui avait forgé une conviction, c'est que dans sa vie professionnelle, il souhaitait lui-même être enseignant, il vivrait cette coopération au quotidien avec ses collègues, avec ses élèves, et que pour lui, c'était vraiment tout à fait essentiel. Alors je veux terminer
comme je le fais dans toutes mes interventions, y compris lorsque je vais à l'ESN devant les inspecteurs de l'éducation nationale, pour dire combien la gouvernance a un rôle essentiel pour essaimer cette école de la réussite de tous. Une gouvernance bienveillante et exigeante. C'est elle qui est responsable de l'essaimage, principaux de collèges, IEN, IAIPR, DAZEN, responsables d'établissements, ont un rôle prépondérant pour cette école de la réussite de tous. Animateurs des équipes pédagogiques, ce sont eux qui impulsent, encouragent, permettent d'oser et soutiennent. Il apparaît essentiel de donner confiance et reconnaissance à une profession qui semble trop souvent en manquer. Si le travail en équipe est un des leviers de l'école de la réussite de tous, l'inspection individuelle ne peut seule permettre l'évaluation d'un enseignant. Alors, je ne viens jamais avec une valise de cet avis, mais j'en ai un pour vous, je suis désolée, je n'en ai qu'un, je vous le laisserai. Mais si vous voulez en recevoir un ou plusieurs, si vous voulez le télécharger, vous pouvez aller sur le site du CESE, mais si vous voulez en recevoir sous format papier, vous n'hésitez surtout pas, vous m'écrivez un mail et je vous en fais envoyer autant que vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie de votre attention.